Merci. Alors effectivement, j'ai été chargé de mission à l'Observatoire national de la fin de vie en tant que sociologue depuis sa création jusqu'à l'année dernière. En 2012, on avait produit un rapport sur le maintien des personnes en fin de vie à domicile. Et puis on avait donc mis le doigt sur le fait qu'il y avait une grande difficulté qui était déjà quand même bien identifiée, celle des aidants, qui doivent accompagner leurs proches en fin de vie. Et on avait soulevé dans différents entretiens que ces aidants se trouvaient confrontés à une difficulté, celle de pouvoir conjuguer, tenir de front à la fois le soin à leurs proches et l'éventuel maintien d'une activité professionnelle. Et donc on avait souhaité en 2013 aller regarder du côté des entreprises quelles étaient les politiques des entreprises à l'égard des aidants confrontés à une personne en fin de vie. Alors, la thématique des aidants, elle est généralement abordée autour des maladies chroniques, des maladies au long cours. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était de l'aborder sous l'angle de la fin de vie pour essayer de mettre le doigt sur aussi le rapport des entreprises à la question de la mort. Donc, le propos que je vais vous présenter ici n'est pas en premier lieu un propos qui parle de la place de la personne endeuillée dans l'entreprise, mais par extension, et peut-être même par transposition, je vais vous présenter le rapport des entreprises par rapport aux salariés aidants, mais par transposition, on doit pouvoir se servir de ça pour essayer de réfléchir à la place du salarié endeuillé. La première surprise, c'est que si aujourd'hui les entreprises ont quand même assez bien identifié la question des aidants, mais j'y reviendrai dans la fin de mon propos, la place des endeuillés, en revanche, n'est quasiment pas prise en compte et parfois même pas pensée par l'entreprise. Alors nous sommes partis des besoins des aidants, sachant que, je vous l'ai dit, la population qu'on a essayé de repérer, c'était celle de la population des gens qui avaient accompagné pendant une certaine durée leurs proches et qui pouvaient se retrouver en situation de deuil après avoir été longtemps investi dans le soutien d'un proche malade. On n'est donc pas tout à fait dans la même configuration que celle que vous évoquiez. Nous n'avons pas du tout traité la question de la mort brutale dans le contexte de l'entreprise, mais au contraire celle de la mort annoncée, quand bien même l'entreprise n'est pas au courant qu'un de ses salariés est confronté à une circonstance de mort annoncée. Alors les besoins des aidants, on a maintenant suffisamment d'études, de travaux qui nous permettent de comprendre que la question des aidants en entreprise est une question absolument déterminante, puisque près d'un aidant sur deux, sur les 8 millions d'aidants, on estime que quasiment 4 millions d'entre eux seraient en activité professionnelle, à temps partiel ou à temps complet. Que ça représente aujourd'hui quasiment 7% de la population active. On estime d'ailleurs dans le dernier baromètre de Malakoff-Médéric que 15% des salariés seraient en situation d'aidant. Nous, à l'époque, à l'Observatoire, on avait estimé ça à 8%. Donc vous voyez, on a des chiffres qui sont encore un peu divergents, mais en tout cas, il s'agit de les affiner. On est d'accord pour dire que ça représente quelque chose d'important. Et parmi les salariés de plus de 50 ans, le dernier baromètre Malakoff-Médéric estime que 23% d'entre eux seraient effectivement des salariés aidants. Donc l'entreprise ne peut plus échapper à cette situation que les pouvoirs publics aujourd'hui osent qualifier de nouvelle normalité de l'entreprise. La question de l'aidant d'entreprise et en particulier celle de celui qui sera à un moment ou à un autre confronté à la question de la mort est devenue une question de la normalité des entreprises. 30% des aidants ont besoin d'aménagement de leur activité professionnelle. Mais ces besoins sont des besoins paradoxaux, puisque d'un côté, les aidants souhaiteraient avoir du temps pour se libérer de leurs tâches professionnelles et aller au soutien de leurs proches, mais en même temps, ils voudraient pouvoir se protéger physiquement et psychiquement de la tâche d'aidant. Donc d'un côté, ils souhaitent pouvoir se mettre un peu à distance de l'entreprise et de l'autre côté, ils souhaitent pouvoir se mettre un peu à distance de leur aidant. Les aidants ont aussi besoin de pouvoir conserver leurs revenus et le bénéfice des prestations sociales. Et ce n'est pas parce qu'ils s'impliquent auprès d'un proche malade qu'il faudrait que ça vienne oblitérer leur avenir et notamment leur avenir professionnel. Donc on est dans une continuité de trajectoire qui mérite d'être pensée et d'être accompagnée. Est-ce que le rapport de l'aidant à l'emploi est un rapport donc antagoniste? Parfois.
Est-ce que c'est un rapport complémentaire? Parfois aussi, on voit vite que les situations ne peuvent pas être réglées par des réponses toutes faites. La deuxième difficulté des aidants, qui va aussi concerner bien évidemment les endeuillés, ne perdez pas de vue qu'on peut transposer beaucoup de choses, ça va être pour l'entreprise de connaître la situation de ses salariés. Dans le cas des aidants, c'est déjà rare. Dans le cas des endeuillés, c'est encore plus rare. Et la deuxième question, c'est pour le salarié de se faire connaître au niveau de l'entreprise dans sa situation et sa complexité. Alors pour les employeurs, s'intéresser à cette question, il y a de très bonnes raisons. D'abord, il y a une augmentation de l'espérance de vie, il y a une chronicité des maladies, donc je l'ai dit, ça fait désormais partie de la nouvelle normalité des entreprises que de prendre en compte ces situations d'accompagnement de leurs salariés. La deuxième raison est une raison plus générale, c'est que désormais nous pensons, c'est vieux au niveau de l'OMS puisque c'est la définition de la santé qui date de 1946, c'est un peu moins récent dans le cadre des entreprises, nous pensons la santé de manière globale, physique, psychique, sociale et même spirituelle, si on s'en tient à la définition que donnent les soins palliatifs de la santé et de la souffrance. Autour de la personne malade, la famille semble se recomposer, alors qu'on dit que dans notre société actuelle, elle a plutôt tendance à voler en éclats. Eh bien, les solidarités familiales semblent se ressouder davantage à l'heure de la maladie. Et enfin, l'entreprise est concernée par ces questions parce que, de plus en plus, et à l'heure des technologies de l'information et de la communication, la séparation abrupte entre vie privée et vie professionnelle vole en éclats. Il n'est pas rare de travailler chez soi le soir ou de avoir des activités liées à sa vie privée sur son lieu de travail, en particulier quand la vie privée devient à ce point envahissante qu'il faut réagir très vite en appelant un médecin, en trouvant des solutions à des situations d'urgence. Donc la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle a considérablement été augmentée. Pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise devient de fait un acteur de santé, c'est-à-dire c'est un lieu dans lequel on ne peut plus négliger la dimension santé de ses salariés, pas simplement la souffrance au travail, mais comme je l'ai dit, tout ce qui impacte la vie privée. Et puis pour l'entreprise, eh bien, ça a des conséquences de tenir compte de la santé de ses salariés, puisque ça va avoir des répercussions sur l'absentéisme, sur la perte de performance, sur des risques de faute ou de perte de fiabilité. Mais dans le débat public, depuis quelque temps, l'entreprise se met aussi au niveau d'acteurs citoyens, notamment avec le développement de la responsabilité sociale de l'entreprise, avec la prise en charge des solidarités, et ça c'est la conséquence aussi de la fin de ce clivage entre vie privée et vie professionnelle. Donc l'entreprise est attirée, est aspirée vers cette dimension citoyenne qui vient prendre en compte la dimension personnelle de ses salariés. Le comité d'analyse stratégique, le CAS, avait en 2010 rédigé une note pour inviter les entreprises, mais aussi les assureurs à prendre en compte cette situation. Nous avons des plans nationaux, essentiellement par pathologie, autour du handicap, autour d'Alzheimer. L'actualité a mis le nouveau plan Alzheimer sur le devant de la scène, mais nous n'avons aucun plan national consacré aux aidants en tant que tel, c'est-à-dire que la question des aidants est envisagée à travers chaque plan, mais pas en tant que phénomène impliquant le système de santé publique. Donc nous n'avons pas de plan national en faveur des aidants, est-ce une bonne chose, je n'en sais rien, mais je le constate. Et nous avons très peu de plans en faveur de la fin de vie. On a des plans sur le développement des soins palliatifs, mais la question de la fin de vie ne se réduit pas aux soins palliatifs. Donc la question de la mort est encore traitée à travers tout un tas de prétextes, et pas en tant que tel. Or, c'est un phénomène qui devient structurant. On a aussi des études, notamment d'origine anglo-saxonne, anglaise essentiellement, pour montrer que la valeur des aidants, la valeur informelle des aidants, c'est-à-dire ce qu'ils évitent de dépenser, puisqu'ils assument une part de la prise en charge, est supérieure à la dépense publique en faveur des aidants. Donc en gros, on pourrait dire que l'activité d'aidant produit une forme de richesse. Les chiffres que j'ai sont de 2007, ils datent un peu, mais on était de l'ordre d'une richesse informelle de 87 milliards de livres sterling,
contre un coût de dépenses publiques en faveur des aidants de 81 milliards de livres sterling. Vous voyez, il faut aussi prendre en compte l'économie que les aidants font vivre à la société. Donc les employeurs, les entreprises ou les collectivités publiques ne peuvent plus échapper à cette question-là et ont même de bonnes raisons de s'y intéresser. Alors, quelle idée les entreprises se font-elles de cette situation des aidants et de ce rapport, de cette place possible de la mort dans leur environnement? Globalement, on peut dire que la prise de conscience est encore embryonnaire. Je parle de la prise de conscience des aidants autour de la fin de vie. Je ne parle pas de la question des aidants au sens large qui est très médiatisée. Il y a des congés spécifiques, notamment autour de la fin de vie, mais ceux-ci sont largement ignorés et les situations des salariés le sont tout autant. L'analyse que nous avons faite n'est pas un panel représentatif, j'ai oublié de le dire. J'ai été voir différentes entreprises, des grosses entreprises de dimension internationale. C'est très curieux parce que la plupart des syndicats reconnaissent au niveau théorique et au niveau national la pertinence de prendre soin de ces salariés confrontés à ces situations. Mais quand on va voir au niveau local, même dans des grandes entreprises, les syndicats ne sont pas au courant de ce qui existe et n'ont quasiment pas de politique d'établissement. Je prendrai un exemple, c'est celui de l'entreprise Novartis, qui est loin d'être une petite entreprise, et qui a négocié, maintenant la chose est quand même bien connue, des congés de proximologie pour ses salariés aidants. Et quand elle a dû négocier ça avec ses syndicats, en réalité, elle n'a pu le faire que parce que les syndicalistes en question avaient été eux-mêmes personnellement confrontés à la perte d'un proche et à l'accompagnement d'un proche gravement malade. Et donc on n'avait pas cette diffusion des prises de conscience nationales au niveau local. Alors on peut donc essayer de tracer en gros, mais c'est très à la louche, une typologie des employeurs qui sont sensibles à cette question et qui sont engagés. Ce sont généralement, et j'étais presque tenté de dire contre toute attente, des entreprises de taille internationale, des entreprises globales qui donc comprennent que la question est une question globale, à la fois de santé globale, physique et psychique, mais aussi une question parce que derrière la santé d'un proche, il y a la globalité de sa famille, le système familial, et donc on ne peut plus prendre en considération seulement les situations individuelles. Ce sont des entreprises dans lesquelles il y a plutôt une fidélisation des salariés avec des turnovers relativement faibles. L'une d'entre elles, c'était PSA par exemple, où le turnover est très faible, de l'ordre de 1%, et donc ils sont soucieux de fidéliser, fiabiliser leurs salariés. Deuxième catégorie d'entreprises, ce sont des entreprises qui sont sensibles à cette question mais sont peu engagées pour essayer d'apporter des solutions concrètes. Alors là, j'ai trouvé plutôt les collectivités publiques, des entreprises de pompes funèbres ou des hôpitaux qui, pourtant, dans leur cœur de métier, sont sensibles à ces sujets-là et considèrent qu'en réalité, la loi devrait suffire à résoudre la plupart des situations. Et c'est donc très paradoxal de voir des hôpitaux dire non, on a déjà tous les outils, et qui, quand ils ont un salarié confronté à ces situations, réagissent de manière empirique, improvisent, ne sont pas. On serait tenté de dire que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés, j'ai eu un peu cette impression. Voilà. En tout cas, ce sont des secteurs d'activité où la vulnérabilité est prise en charge quand c'est celle des tiers, mais en revanche, quand c'est celle des salariés, c'est comme s'il y avait une dichotomie entre ces deux mondes. Troisième catégorie, plutôt les entreprises qui n'ont pas encore pris conscience ou qui n'ont pas les moyens de faire face à ces situations, des PME, et quand elles sont confrontées à ce type de situation, elles réagissent de manière empirique, au cas par cas, mais il n'y a pas de politique d'établissement sur ce point. Alors qu'est-ce qu'on observe comme différents types de solutions ? Il y a des solutions très classiques qui sont des plus conventionnelles à certaines qui commencent à être un peu aménagées. Il y a le fait pour le salarié de prendre des congés légaux, mais c'est autant de congés qu'il ne prendra pas pour se reposer lui-même. Il peut prendre des congés sans solde. Il y a des environnements où ça se pratique et d'autres où ça se pratique moins. Par exemple, dans le secteur public, ce n'est pas dans la culture du secteur public de donner des congés sans solde. Certaines entreprises peuvent autoriser des congés anticipés, mais on est toujours sur la même prise en charge du salarié par lui-même, finalement. Il y a, de manière récurrente, une tolérance à l'égard des congés maladie. On sait qu'ils sont utilisés pour des situations qui ne relèvent pas immédiatement de situations pathologiques. Il peut y avoir des avances sur salaire, il peut y avoir le recours à la médecine du travail ou aux assistantes sociales. Dans un certain nombre de cas, notamment dans le secteur public, il est d'usage de faire appel à la solidarité des collègues pour remplacer au pied levé quelqu'un qui serait défaillant.
D'autres types de réponses, c'est par exemple l'aménagement soit des tâches, soit du lieu de travail, pour permettre ponctuellement de tenir compte des réalités quotidiennes des personnes exposées. Il peut y avoir aussi des aménagements du temps de travail. Alors là, ça commence à poser des problèmes parce que dans les entreprises, certaines sont réticentes en disant « oui, mais si j'accorde cet avantage à un tel, est-ce que je ne vais pas être obligé de l'accorder à tout le monde ?» Pour des logiques d'égalité des salariés devant l'entreprise, on sent que là, ça pose problème. Donc, certaines entreprises ont dû faire des accords de branche pour mettre en place ces aménagements du temps de travail. Mise en place du télétravail, c'est aussi parfois une solution, mais ce n'est pas possible avec tous les métiers. Quand vous êtes dans des métiers qui requièrent votre présence, des métiers d'accueil par exemple, vous ne pouvez pas faire de télétravail. Mise en place de cellules d'écoute. Alors là, on est plus souvent sur des situations traumatiques et on constate que ces cellules d'écoute, que j'ai été aussi regarder, reçoivent très peu d'appels de la part des aidants de proches en fin de vie, mais reçoivent effectivement des appels de la part de gens dont un proche s'est suicidé ou qui sont confrontés à des situations de crise, divorce, endettement, par exemple. Donc il n'y a pas d'identification de la thématique de la fin de vie et de la proximité de la mort en tant que telle. Et puis, autre dispositif un peu plus innovant, il s'agirait de former les managers, et notamment évaluer les managers sur leur capacité à avoir dans leurs équipes des salariés qui sont en situation de bien-être. Mais ça, c'est quand même encore très rare. Solution plus innovante, eh bien, mettre en place au sein de l'entreprise une culture des aidants avec des manuels à destination de ces aidants, avec des sites internet internes, intranet pour communiquer. Permettre que l'entreprise aide pour permettre l'embauche soit d'aidants à domicile et permettre à l'aidant d'être en poste sur son lieu de travail, soit permettre à l'aidant d'être employé par l'aidé, comme ça se fait par exemple dans le cadre du handicap, mais il faudrait pouvoir changer un peu la législation autour de l'APA notamment. Des entreprises ont noué des partenaires associatifs avec des associations pour les aidants. D'autres entreprises encouragent le bénévolat de leurs salariés qui iraient aider des aidants. Mais tout ça, c'est encore des initiatives très locales et assez isolées. Il y a la possibilité de faire des dons de RTT, puisque maintenant ça a été légalisé. C'était le précédent badois qui a été légalisé récemment. Avec tout un tas de problèmes, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas aussi stigmatiser ceux qui demandent des dons de RTT? Est-ce qu'on ne va pas pousser d'autres qui ne voudraient pas donner leur RTT à en donner quand même, parce que sinon ils seraient montrés du doigt, ils auraient mauvaise conscience? Enfin, il y a tout un tas de sujets derrière de culture d'entreprise qu'il faut vérifier. Il y a l'implication des assurances. Est-ce que ça ne serait pas aussi un sujet pour les assurances, pour que les entreprises puissent s'assurer de l'absence, de la défaillance d'un salarié qui, pour des raisons de santé ou des raisons de proches, ne pourrait plus assurer son activité? En gros, ce qui ressort, c'est qu'il faut plutôt privilégier les solutions ad hoc, les solutions spéciales propres à chaque entreprise, parce que ce sont celles qui sont réellement vertueuses et celles qui sont réellement innovantes. Et beaucoup d'entreprises m'ont dit évitons de faire comme on fait souvent en France, c'est-à-dire avoir une politique punitive, comme celle qu'on fait par exemple à l'égard du handicap, en disant si vous ne mettez pas en place les mesures à l'égard des handicapés, on va vous sanctionner. Et on pourrait tenter en France d'en venir à la même chose. Si vous ne mettez pas en place une politique en faveur des aidants, on pourrait vous sanctionner. Et c'est quelque chose qui est assez dénoncé comme étant contre-productif par les entreprises. Et puis, je l'ai évoqué, certaines entreprises ont mis en entreprise de créer des congés spécifiques, Novartis par exemple. En conclusion, le sujet est encore le sujet de la mort au sein de l'entreprise ou de la mort dans la vie des collaborateurs de l'entreprise est encore ignoré par les entreprises et est encore souvent un facteur de gêne, de honte par les salariés eux-mêmes et ça aboutit à des situations discriminantes. Alors, sur ce point, il y a eu en juin 2014 l'adoption par quelques grandes entreprises, leaders de leur secteur, la charte du salarié aidant qui a été adoptée, qui prévoyait notamment 4 points. Le premier, c'était de faire évoluer les représentations autour de la mort et de la souffrance dans l'entreprise. La deuxième, c'est créer un environnement favorable pour le salarié. La troisième recommandation, c'est précisément celle-ci, la non-discrimination pour les salariés confrontés à ces situations de vie.
Et puis le quatrième point de cette charte, c'est aider les salariés qui ont été aidants à retrouver une place dans l'entreprise. Donc là, on voit qu'on rejoint la thématique du deuil. Une fois qu'ils ont cessé d'être aidants, comment leur permettre de réintégrer l'entreprise en ayant eu préalablement un accompagnement autant qu'il est possible. Alors, on l'a dit, enfin je l'ai dit rapidement, l'idée ce serait d'éviter de tomber dans le travers français qui veut tout réglementer, mais en tout cas de pouvoir fixer un cadre national qui soit incitatif pour laisser ensuite aux entreprises la possibilité de gérer ça au cas par cas, en réfléchissant, est-ce que le maintien en activité est un bienfait ou pas? Parfois ça ne l'est pas, parfois ça l'est. Pour certains salariés qui se croient obligés ou qui seraient obligés de reprendre très vite le travail, ça peut devenir extrêmement pénible. Alors que pour d'autres, le fait de reprendre le travail peut devenir au contraire un facteur de guérison ou de manière de reprendre pied dans la vie et trouver donc des solutions qui soient au cas par cas. Enfin, je termine là-dessus pour dire que j'étais très alarmé de voir que la question du deuil était totalement absente des collectivités ou des entreprises que j'ai été interrogé, même celles qui étaient pionnières sur la question des aidants, et c'est ça qui était le plus troublant. Quand j'ai été voir, par exemple, Novartis, comme j'ai cité, ou la Massif, ou Casino, qui sont des entreprises innovantes sur la question des aidants, ils n'avaient jamais réfléchi à la question des endeuillés. Pour eux, une fois que la personne malade était décédée, le problème avait disparu. Et donc, il allait de soi que l'endeuillé allait reprendre son travail de manière tout à fait naturelle, et que même, comme on dit, le travail c'est la santé, c'est un bienfait pour lui de reprendre le travail. Ils n'ont pas pensé encore à la question que cet événement qu'est la mort d'un proche vient non seulement perturber la vie avant, mais continue de perturber la vie après. On a suffisamment aujourd'hui d'études sur la surmorbidité et surmortalité des aidants, mais on a aussi des travaux sur les pathologies, que ce soit dépressives ou anxiogènes, des endeuillés après le décès de leurs proches. Donc là, il y a des choses qui vont peut-être à petit se mettre en route. Je sais notamment que chez Novartis, ils ont commencé à intégrer cette question, mais j'étais quand même tout à fait stupéfait de voir que ça leur était même pas venu à l'esprit, tout obnubilés qu'ils étaient autour de la question des aidants. Donc vous voyez, transposition, peut-être transpiration de la question des aidants vers la question des endeuillés, c'est pas évident parce qu'un aidant, c'est quelqu'un qui est en vie, alors qu'un endeuillé, c'est quelqu'un qui a connu la mort. Donc il y a encore des freins psychiques à cette possible intégration dans le monde de l'entreprise, qui est un monde tourné vers l'activité, la performance, enfin qui n'est pas un monde tourné vers la mort, au contraire un monde qui s'efforce au quotidien de résister à la mort, ne serait-ce que la mort de l'entreprise. Donc il se pose la question de la mort et l'entreprise. Est-ce qu'on n'est pas sur une logique totalement antagoniste, quand bien même les entreprises sont rationnelles et voudraient tenir compte de la rationalité économique? Mais il y a aussi une deuxième question, c'est est-ce que, et qui rejoint la première de cette abolition des frontières entre vie privée et vie professionnelle, est-ce que l'entreprise est le lieu où l'émotion peut être vécue sans stigmatisation? C'est, à mon avis, un des enjeux qui se pose à l'entreprise aujourd'hui, sans que l'entreprise ne devienne un substitut à la vie privée. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation et je vous remercie.